Bonjour Eddy. Bonjour. Votre nouvel album Crash Cœur sort dans un mois quasi tout pile, le 17 novembre, et nous avons la chance de passer un petit peu plus d'une heure avec vous aujourd'hui pour parler d'art, de jeu, d'écriture, de réécriture, de mise en scène et de la façon dont la créativité peut ou non changer le monde. Vous avez sorti votre premier album à 24 ans, alors on va évidemment parler de ce qui s'est passé depuis et de votre rapport aujourd'hui à la création. Mais j'aimerais pour débuter cette discussion qu'on remonte un tout petit peu le temps. Vous avez grandi à Créteil. Vous étiez un enfant particulièrement créatif déjà? Bonjour à tous, mon micro ne marchait pas. Oui, totalement. En fait, pour moi, c'était une manière de me sauver, de répondre un peu à toutes les questions que je me posais déjà tout petit et de créer vraiment une bulle très intime où je pouvais énormément me retrouver. Du coup, très rapidement, j'ai compris que en dansant ou en prenant mon micro télécommande, je pouvais exister d'une certaine manière. Je pouvais me sentir libre, me sentir moi. Et en imitant au début les stars que je regardais, beaucoup qui étaient souvent des femmes, et je dansais et je chantais par-dessus, et ça a été comme ça pour moi, très instinctif. Souvent, je cherche toujours un peu pourquoi je fais ce métier, et je crois qu'il y avait une vraie volonté d'être vu par ma mère et par mon père aussi au tout début, mais aussi il y a tout un tas de manières d'être vu par ses parents, et moi ça a été vraiment la création artistique au sens scénique, parce que j'avais tout de suite l'envie, en tout cas de me penser directement sur scène. Et on va évidemment parler de la façon dont votre musique est naturellement, intimement liée à vous en tant qu'artiste, à vous en tant que corps dans l'espace et notamment sur scène. Mais justement, et je retrouve dans ce que vous dites un peu de ça, depuis l'enfance, il y a chez vous l'importance du jeu, J-E-U. Et en préparant cette discussion, en me lisant autour de la créativité, je suis tombée sur Donald Winnicott, qui est donc un psychanalyste et un pédiatre qui est mort au début des années 70 et qui, lui, faisait le lien entre la créativité, le jeu et la découverte de soi. Et je vais le lire, c'est vraiment une phrase très courte. « C'est en jouant, et seulement en jouant, que l'individu, enfant ou adulte, est capable de se montrer créatif et d'utiliser sa personnalité tout entière. C'est seulement en étant créatif que l'individu découvre le soi. » Et j'imagine que cette phrase vous parle parce qu'en étant créatif, en jouant ces rôles, c'est vous que vous découvriez. Totalement. C'est une anecdote que je raconte souvent, mais elle est hyper importante. C'est qu'on organisait avec ma voisine qui s'appelait Charlotte, qui habitait juste en dessous, des spectacles tous les dimanches ou tous les samedis, en tout cas tous les week-ends. Et on était hyper intense dans cette réalité qu'est le spectacle qu'on allait faire. Donc moi j'étais vraiment premier degré, tout devait bien se passer. Et c'était très stressant. Et on jouait à ce jeu. Moi je jouais le metteur en scène, donc je plaçais ma copine Charlotte à des endroits, on chorégraphiait le truc, on s'entraînait. Dès que ça dépassait, j'étais oh là 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 là, ce n'est pas possible que ça dépasse. Et c'était pour moi très 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 important que le spectacle se tienne. Pareil, ma mère, quand elle regardait le spectacle avec la maman de Charlotte, du coup, elle baissait à chaque fois le son de la chaîne IFI parce qu'elle voulait qu'on entende plus ma voix. Et moi, je dis, c'est non, en fait. Tu ne peux pas agir sur la gestion du spectacle. Et donc, je criais à chaque fois, je disais, c'est pas possible. Et pour nous, c'était un jeu, certes, c'était un jeu d'enfant, parce qu'on avait on avait quel âge ? On avait 12 ans, 10 ans, 12 ans. Mais quand bien même, on était ultra sérieux, de la tenue, de la coiffure, de la loge. Je me rappelle, Charlotte faisait toujours des crises de star, des caprices, parce qu'elle voulait pas rentrer sur scène au dernier moment. Elle disait non, je veux plus le faire. Je disais Charlotte, tu rentres sur scène. Et il y avait une réalité, et on jouait jusqu'au bout. Et donc moi, ça m'a grave permis. Je pense que ça a nourri tout mon imaginaire, et je crois
l'artiste que je voulais être, en tout cas dans l'aspect scénique, créatif, et puis se permettre un peu plein de choses. Vous parlez de mise en scène, mais vous ne parlez pas d'écriture. Est-ce que l'écriture était déjà présente à cette époque? Est-ce que vous teniez un journal intime, un carnet secret? Je vous ai entendu parler d'un petit carnet d'idoles. Oui, oui, j'avais deux carnets. Un premier d'idole. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle les carnets d'idole. Bien sûr, je l'ai eu aussi. Voilà. Et on écrivait un peu des mots nuls dedans, j'imagine. Et après, j'ai eu un carnet Harry Potter qui était scellé par une petite clé et où j'écrivais, mais je l'ai retrouvé ce carnet et j'étais vraiment dépressif au plus haut point. Chaque page, il y avait un suicide, une demande, une volonté de. C'était vraiment. À chaque page, c'était rude. Il y a vraiment toutes les preuves que j'allais très très mal dans mon intime. Et j'écrivais beaucoup en tout cas comme je le ressentais directement, sans trop de mise en page C'était vraiment pour poser ça là, quoi. Et donc du coup, oui. Après l'écriture, on y viendra, mais l'écriture un peu plus mûre et avec une forme, la poésie, la chanson. Elle arrivera beaucoup plus tard, genre j'ai 17-18 ans à ce moment-là. Mais dans un premier temps, c'est vraiment de l'intime, c'est vraiment du journal, c'est vraiment raconter le plus profond de soi, sans forcément faire attention à ce qui est beau ou pas. C'est drôle parce que c'est la première fois que j'en parle, ce Harry Potter carnet. Et il est puissant ce carnet parce que je l'ai toujours à côté maintenant, il est dans ma chambre et je le capte. Et quand je l'ai ouvert avec mon âge aujourd'hui, le recul et ce que j'écrivais c'était ultra dramatique parce que je pense que je suis ultra dramatique et c'est assez puissant de relire ça. Il y a des gouttes de larmes qui ont fait baver l'encre, voilà. Donc c'est assez difficile. C'est précieux d'avoir un accès direct comme ça à ces émotions d'enfant, d'adolescent. Totalement. Totalement. Je ne sais pas si c'est un souvenir heureux, mais en tout cas, c'est un souvenir. Ouais. Et vous parliez de l'écriture de chansons, de poésie qui arrive plus tard. Est-ce que vous vous souvenez justement de la première chanson que vous avez écrite ou des premières bribes de chansons écrites? Toujours dans le dramatique. La première chanson que j'écris s'appelle Alors je pleure. J'ai 17 ans et 16-17 ans et c'est un peu la première chanson où je me dis bon, il faut absolument parce que je voyais je commençais à recevoir des textes de gens autour de moi enfin on captait qu'en tout cas j'avais envie de faire mon projet et donc certaines personnes que je rencontrais autour de moi m'envoyaient des textes et je me disais, si je veux absolument être concret, direct dans ce que je dis, dans comment je le dis, ça doit être moi qui dois l'écrire, ça doit venir de moi et ça doit vraiment faire une recherche. L'écriture a été très compliquée pour moi parce que je ne sais pas pourquoi, la forme me faisait très peur, en tout cas de poser les choses et qu'elles soient un peu réfléchies, à les creuser dans mes pensées me faisait un peu peur et donc du coup je fuis un peu ces moments-là. Mais un jour, je crois que c'était une nuit même, alors je pleure est sorti un peu comme ça et c'était vraiment, je racontais les choses qui me rendaient triste et le refrain était vraiment nul et ça faisait alors je pleure, premier degré. La chanson n'est jamais sortie. Voilà, mais si vous pouvez l'entendre. Et quand vous écrivez vos premières chansons, et même aujourd'hui, est-ce que vous avez en tête, au-delà de justement réussir à retranscrire les choses qui vous bouleversent, qui se passent en vous, est-ce que vous avez en tête quelque part de
de changer le monde, et vous mettez ce que vous voulez derrière ces 3 mots, changer le monde. C'est très vite, bon, pas cette première chanson, mais très vite j'ai Tant le message était fort. Ouais. Mais je me rappelle d'un prof qui me disait: ah, il faut un peu faut un peu ouvrir là, faut un peu les métaphores, les gens vont pas. C'était très 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 intime, et du coup bien sûr quand je commence après à écrire et que ça devient, où je me dis bon, il faut que je trouve toujours, j'ai eu dans ma tête le besoin d'écrire, certes pour moi, parce que ça venait de loin et que je pense que j'avais suffisamment de choses à dire qui, en tout cas, macéraient en moi. Mais très vite, je savais qu'il ne fallait pas que j'écrive des chansons qui avaient déjà existé. Très vite, je savais qu'il fallait que je me démarque dans l'écriture. Très vite, je savais qu'il fallait que je cherche des sujets qui n'avaient pas été traités. Parce que pour moi, c'était un moyen de démarcation, et que je savais qu'en plus de ma tête, il y aurait un plus, c'est-à-dire les mots que je mets dedans, la façon dont je me raconte, certes, ça elle est différente pour chacun, mais le thème abordé aussi. Si je parle de relations, quelles sont les relations précisément. Par exemple, quand j'ai écrit sur le genre, sur la virilité en 2017, c'était des choses qui n'étaient pas tant abordées que ça dans les chansons, et donc du coup, je savais que j'avais jamais entendu ce discours-là et que j'avais besoin, en tout cas, de créer cette voix-là. Et pour moi, ça, je l'ai senti très très rapidement, d'être mon propre exemple. Donc j'ai cherché énormément de temps, et dès que j'avais, en fait, en regardant, en essayant d'analyser la société du mieux que je pouvais, en étant dans le métro, en vivant, en fait, en regardant, en ressentant les choses, il y avait des choses et des phrases qui me venaient. Et dès que j'avais des choses où je me disais merde, ça c'est très 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 intéressant, en tout cas j'ai pas eu l'exemple de ça, il faut absolument que je pousse cette chanson. Vous parliez de 2017, on y vient. 2017, vous le dévoilez, le clip de Kid, et vous avez reçu beaucoup de messages à l'époque, et j'imagine que vous continuez à en recevoir beaucoup, des messages qui vous disaient que d'écouter cette chanson, ça leur enlevait un poids, que des personnes qui vous disaient j'ai plus besoin de jouer ce rôle, vous avez changé leur monde, c'est pas rien. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Et est-ce que justement vous avez eu la confirmation à ce moment-là, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, que oui, c'était ça qu'il fallait faire, c'était ces histoires qu'il fallait raconter, c'était ce regard qu'il fallait pousser, et qu'il y en avait besoin? Le moment où changer le monde, bon, c'est... Oui, je change le monde. Leur monde. Oui, mais je crois qu'au-delà d'auteur, je crois que j'essaye de mettre enfin, pour moi, ça va de soi d'essayer de contribuer à l'ensemble, au collectif. Donc, je pense que oui, par la musique et par l'écriture, j'ai toujours cherché à raconter, comme je le disais, des choses qui n'existent pas. Parce que j'ai aussi eu beaucoup d'exemples cinématographiques ou même artistiques, des artistes qu'on va voir au musée, sculpteurs ou même peintres. Beaucoup d'exemples où on me posait des questions, on venait me poser des questions. Et moi, c'est ce que je cherche énormément. Déjà, quand je voulais sortir, c'est que des artistes me fassent réfléchir. Donc j'avais cet exemple-là. C'est drôle, le divertissement dans l'art, entre guillemets, je l'ai toujours au début, quand j'étais plus jeune, trouvé un peu futile. J'avais besoin véritablement de raconter un message, et que ça soit puissant, et que ça potentiellement pousse des portes qui n'avaient jamais été poussées auparavant, en tout cas dans mon domaine. Et oui, c'est le plus important pour moi de voir, par exemple, aujourd'hui, que Kid est à l'Assemblée nationale pour une loi contre les thérapies de conversion, que Kid est aussi dans les manuels de SES, dans le programme de SES français, quand il traite du genre en SES, et qu'il y a ma chanson avec ma tête dans tous les programmes, et que j'ai des jeunes sur TikTok qui me disent
t'es le prof préféré des profs de français, non, l'artiste préféré des profs de français. C'est là que tu vois la force d'une chanson et où est-ce qu'on peut aller, et où est-ce que ça va, et à un moment ça me dépasse moi, l'auteur, quand j'ai écrit ça en 2016 ou en 2015. Ça dépasse mes forces à moi, mais je suis ravi parce que j'ai précisément voulu écrire un discours qui n'avait pas été entendu et pas dit de cette manière-là au moment où je l'ai sorti. Donc, que la résonance soit telle et que les gens se l'accaparent en chantant dans les zéniths et bientôt à Bercy, je suis ravi, je suis ultra fier de ça. Et que de voir en plus que politiquement, elle représente... je parle de elle, la chanson, qu'elle représente beaucoup plus et que ça soit aussi fort. Par exemple, Quartier des Lunes, qui est aussi une chanson qui parle d'abus de pouvoir ou de maltraitance contre les féminicides. C'est une chanson aussi qui a beaucoup aidé pas mal de femmes qui m'ont envoyé des messages. Merci d'avoir ce discours-là. Voilà, pour moi, ça va de soi de chercher l'épanouissement collectif. Alors, c'est un peu utopiste comme ça, mais c'est vraiment des questions que je me pose et des questions qui je pense, vu que ça nous fait réfléchir et vu que ça nous crée un discours qui n'existait pas potentiellement, de manière la plus populaire et la plus large possible, parce que j'ai toujours voulu être un artiste aussi mainstream et accessible à beaucoup. Je trouve que pousser ces questions-là et dire et expliquer ça, c'est tout aussi puissant qu'un prof, qu'une salle de classe en histoire géo ou en français ou de l'éducation civique ou tout un tas de choses. Et je pense que si on peut faire passer des messages aussi par l'art et faire évoluer les consciences, j'aurais réussi, écoutez madame. Non, mais il y a quelque chose d'hyper important dans ce que vous dites, beaucoup de choses importantes, mais c'est justement ce que permet l'art, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que l'art nous permet vraiment de ressentir le monde. Alors c'est important, évidemment, les cours, c'est important d'avoir comme ça des choses qui nous sont enseignées, et après la façon dont des personnes, des chercheurs peuvent nous parler de ces sujets, mais l'art nous permet, je trouve, de vraiment ressentir le monde, et à travers les chansons, mais aussi les romans, les films. Alors c'est une banalité de dire ça, mais ça nous permet de vivre d'autres vies que la nôtre, et ça change le monde aussi. C'est parce que c'est aussi ouvrir à une certaine sensibilité. Il y a cette idée de ressenti que je trouve très importante, et la chanson permet ça, de poser des questions, mais aussi d'être dans un rapport beaucoup plus direct qui engage aussi le corps. Quand on a un chanteur, une chanteuse qui nous susurre à l'oreille, quand on a un casque, c'est tout le corps qui réagit, pas forcément uniquement le cerveau. Carrément, oui. Pardon, il y avait bien pas de question. dit, bien dit. Je parlais tout à l'heure de futilité du divertissement, enfin de la musique comme divertissement. Ça a beaucoup évolué aussi, ça en moi. C'est que c'est faux que chaque album peuvent être des choses qui peuvent tomber de la manière la plus impactante, comme est tombé Kid à une époque où on n'en parlait pas encore tant que ça, de la virilité, du genre, de la position masculine dans ces questions-là. Et donc du coup, il y a une recherche aussi, une quête dans l'écriture de se renouveler et de aussi, même si on veut tenter toujours de provoquer des questions, à susciter un peu l'intérêt, parfois le choc, parfois être un peu subversif aussi. La question de la chanson pour le divertissement, en tout cas pour aussi, on parlait d'intime et de juste kiffer en fait. Et ben, je pense qu'aussi c'est un gros travail, comme on dit, de recherche à l'épanouissement collectif. Donc il y a des albums qui sont beaucoup plus, je dirais, sociétaux, politiques, qui racontent, qui viennent décortiquer un peu la société dans laquelle on est. Mais c'est faux, en tout cas pour ma part, que de réussir à chaque album à venir décrypter de la meilleure des manières une société qui est en plus aujourd'hui de plus en plus divisée.
Et c'est pourquoi la chanson, en tout cas pour mettre un souffle, pour mettre un certain recul, et peut-être une bulle de décompression sur cette société malade. En tout cas, moi, ça a été ma recherche sur mon 3e album, par exemple, de tenter un peu de prendre de la distance avec je suis le gars qui va vous raconter comment est la société. Et je vais vous pointer. Je pense que le discours un peu critique, on l'a beaucoup entendu, dans le rap notamment. Et moi, j'étais un peu fatigué. Et j'avais pas suffisamment le recul nécessaire. Et pour pouvoir venir le décortiquer et tenter d'être le plus adroit possible. Et donc du coup, ça a été aussi un travail pour moi de venir chercher la musique dans un autre domaine. Comment je peux raconter des choses, comment je peux raconter l'intime, tout en tentant d'amener ailleurs, de travailler l'imaginaire des gens, et le mien aussi. Vous dites à propos de votre nouvel album, en tout cas je vous ai entendu le dire, que vous aviez mis moins d'intellect et plus de corps. Par quoi est-ce que ça passe? C'est un des grands enjeux, un de vos grands enjeux, réussir à décrire le corps, décrire les sensations. Par quoi est-ce que ça passe? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on met plus de corps? Ah là 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 là, faut mettre beaucoup de soi. Non mais je suis quelqu'un qui commente et analyse beaucoup, et parfois ça fatigue énormément, ça fait chier énormément, et du coup enlever la tête, c'est un travail pour moi. De se dire, bon alors là, arrête de surpenser, tout va bien, essaye de prendre ce qu'il y a, de sentir l'énergie qu'il y a là, avec cette énergie musicale par exemple, quand j'étais dans la création. Et ça a été une toute autre manière et une toute autre méthode d'écrire et même d'approcher le texte et comment je le voyais. Simplement par la musique, c'est-à-dire tenter d'avoir une énergie un peu plus dansante, un peu plus dans le corps, et qui vient plutôt susciter l'envie de vibrer, quoi. Je sais pas comment le dire, l'envie de ressentir des choses plutôt. Y a un mot horrible qui veut bien dire ça, mais c'est horrible en français. C'est groover, c'est affreux. On dirait que je suis dans les années 80. Faites-le groover, Eddie. Groover, on va groover. Et du coup, c'est un peu ça, c'est ressentir la vibe, l'énergie. Et moins se focaliser. Alors certes, même si la poésie, même si la recherche du texte a été très importante pour moi, je suis quand même passé d'abord par la sensation, c'est-à-dire comment ressentir l'envie par exemple de se lever d'un canapé, comment ressentir l'envie de bouger ses hanches, comment ressentir l'envie même de faire l'amour, ou il y a cette sensualité dans le disque que je suis allé rechercher aussi par les voix, par les corps, notamment un feat avec Juliette Armanet où on a tenté d'aller dans la sensualité de nos deux voix et de nos deux corps qui glissent et qui crée beaucoup de fluide. Voilà, ça a été ça la recherche. On va parler à nouveau dans quelques instants de l'écriture elle-même, mais peut-être juste un mot encore à propos du corps en lien avec la créativité. Et ce qu'on disait au tout début de cette discussion, la façon de mettre en scène son corps. On peut raconter un récit, une histoire avec son corps. On peut le façonner comme une œuvre d'art, ou bien le réfléchir sa mise en scène, le mouvement. Je vous entendais dans un podcast dire que le visuel, la silhouette, tout cela, ça comptait autant que la musique. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment est-ce que vous envisagez la création comme un tout? C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a les chansons, mais il y a comment on va les chanter sur scène. Je me souviens aussi d'un concert où vous lanciez la musique à partir d'un téléphone sur scène, et c'était à la fois le fait même de le faire en soi, mais c'était aussi la silhouette que ça faisait. Comment est-ce que vous réfléchissez cette mise en scène de soi comme faisant partie complètement de votre univers artistique? Je pense que ça, c'est l'influence pop des années 2000, c'est l'incarnation des stars
qui ont fait que ça m'a vraiment nourri et ça a vraiment mis dans ma tête l'idée absolue que si je voulais être représenté, si je voulais en tout cas être clair dans le message que je voulais faire passer, il fallait un tout. Donc que ça soit visuel, que ça soit vocal, que ça soit scénique, que ça soit dans le corps, que ça soit en texte, en musique. Et c'est vrai que l'incarnation pour moi est très très importante, elle a toujours été. Donc l'idée de la silhouette a toujours été dans chaque mise en scène que j'ai faite, en tout cas sur tous les projets que j'ai faits. Enfin tout, j'en ai fait que 2. Mais j'ai fait aussi Love Factory, qui était par exemple à la Maison de la Radio, une espèce de création avec 12 pianos. Où on a repris, c'était un concert un peu spectacle fiction, où j'avais mélangé du storytelling avec la mise en scène, avec des chansons avec 12 pianistes, une espèce de dystopie. Et ça pareil, l'incarnation par l'image d'ensemble, de voir ces 12 pianos avec ces 12 ouvriers qui travaillent l'amour à rude épreuve dans cette Love Factory tenue par les terroristes par exemple, c'est quelque chose qui était très visuel et en tout cas qui venait raconter quelque chose dans mon histoire et dans moi, comment à ce moment-là je voulais le représenter. À chaque fois j'essaie de trouver une manière visuelle pour raconter mes histoires. Donc cet été par exemple, j'ai fait sur une énorme box enceinte des concerts surprises dans des festivals. C'était une manière aussi de reprendre la parole et de revenir un peu une silhouette solo, bien directe, bien frontale, et ça m'a permis de relancer un peu le travail sur mon 3e album. Donc c'est essentiel pour moi parce que le visuel, ça vient parfois raconter beaucoup plus facilement ce qu'on tente d'écrire et ce qu'on tente de faire passer comme message. Juste un concept ou juste une idée peut parfois être 10 fois plus forte dans l'esprit, dans le chemin de réception. Et c'est assez jouissif que de se dire voilà, une photographie, ça reste en tête, tu l'as, tu l'oublies jamais, et ça te reste comme un souvenir, comme un waouh parfois, ah putain c'était fort, mais juste par le visuel. Et j'aime travailler dans cette direction-là à chaque projet que je fais, soit en lumière, soit en scénographie, soit en rien avec un cube ou un iPhone. Quand vous êtes comme ça, avec 12 pianos, est-ce que vous repensez à vos mises en scène avec votre petite voisine ? Parce que le contraste entre les deux, d'un seul coup, en l'espace de 20 minutes, c'est vrai qu'il y a... C'est vrai que je repense pas assez à Charlotte. C'est vrai, je devrais beaucoup plus penser à Charlotte. Bah non, mais en fait, c'est ce que j'aimais faire aussi, des petits. Je faisais des spectacles, je les écrivais. Et donc là, c'est pareil, je me mets à écrire mes spectacles. Ça marche beaucoup à l'image. Donc je fais mes équipes à chaque fois, parce que j'ai changé d'entourage récemment, et à chaque fois ils me disent tu fais beaucoup de moodboards. Et j'adore faire des moodboards. Je peux passer des heures à faire des moodboards sur mon ordinateur avec toutes les photos, toutes les références, avec l'ADN du spectacle, avec la vibe générale, avec les lumières, quel genre de lumière, et j'adore faire ça. Et là, je suis en train de préparer le spectacle de mon prochain album, du coup, de la tournée Crash Cœur Tour. Qui passera donc par Bercy. Qui passera par Bercy, qui finira par Bercy. Et j'adore ça, et je suis trop excité. Pour tout vous dire, cet après-midi, j'ai une réunion de 4 heures avec les gens avec qui je travaille pour que le spectacle se fasse comme je le vois et comme je l'entends. Et je suis trop excité d'avoir cette réunion. Donc s'il vous plaît, nous allons y aller. Mais voilà, j'adore faire ça, j'adore réfléchir à l'ambiance, à la sensation que potentiellement j'ai envie de faire passer, que les gens se captent un mood général. Voilà.
Et avant de penser les tournées, avant de penser les spectacles, il y a donc le disque et il y a la pochette du disque. Vos pochettes sont toujours extrêmement graphiques. Comment est-ce que vous les pensez? Là, en l'occurrence, pour Crash Coeur, on a donc classique, votre nom, le titre de l'album sur la couverture de la pochette. En quatrième, enfin au dos, on retrouve les titres des chansons et tout ça écrit comme à la bombe. Comment est-ce que vous l'avez pensé typiquement, cette pochette? Je voulais exprimer, déjà dès le début, je voulais exprimer que... comment dire que... c'est un peu compliqué ça parce que... comment dire? Dès le début, je savais que je voulais faire un album le plus pop des 3 albums que j'ai fait. Donc, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, tenté par le corps, tenté par la sensation, par la quête de sentiments, des choses, d'aller chercher des choses que je n'avais pas forcément travaillé auparavant. Avant, je décortiquais plus ou moins la société. Là, j'ai voulu un peu me défaire de ça et tenter un peu... J'aime pas le mot légèreté parce que c'est pas léger en fait aujourd'hui, je trouve, dans le discours collectif, que de tenter le bonheur ou de tenter d'être heureux ou de tenter d'être amoureux. Je trouve que c'est des choses aujourd'hui qui sont, en tout cas dans nos villes, qui sont pas si simples à dire et qui peuvent, à mon sens, parce que j'ai été construit comme ça, pourraient paraître un peu cuit les petits oiseaux, j'adore cette expression, mais en fond, ce ne l'est pas. Et surtout pour l'écrire, l'écriture de ça n'est pas si évident que ça, et encore plus en français. Et donc du coup, tout l'album, j'ai toujours voulu tenter de rééquilibrer un peu dans l'écriture, à l'aide des visuels, à l'aide de certains mots, à l'aide de certains sons aussi en studio. Toujours de rééquilibrer un amour qui pourrait être un peu naïf, un peu, comment dire, un bonheur qui pourrait être un peu simple, avec quelque chose d'un petit peu plus brut, concret, quelque chose d'un peu plus lourd aussi. Enfin voilà, c'était des choses qui pour moi semblaient un peu paradoxales et que j'ai tenté dans cet album de venir un peu condenser pour qu'on ait un album lourd, enfin un amour lourd de sens, un amour un peu parfois baveux, désireux, désirable, un amour sensuel, un amour sexuel, un amour pécunier, un amour, tout un tas de recherches comme ça dans comment raconter l'amour, mais encore une fois d'une manière, cette quête d'amour d'une manière inédite. Et donc cette pochette, je voulais exprimer aussi cette pseudo-légèreté. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu un geste de kiff un peu, il y a un peu un élan comme ça, on va kiffer, wow. Et ça c'était un peu une volonté interne chez moi de montrer un peu ce geste-là, cette énergie-là. Et cette sucette, parce que pour moi la sucette, il y a le sens un peu candide, innocent, c'est-à-dire je vais rencontrer ces histoires et cette quête de vie avec des crash sur crash sur crash, mais on se relève de la meilleure des manières. À chaque fois, on tente, en tout cas, pour notre vie intime, de se surpasser dans les crashs qu'on se prend dans la gueule. Et donc, elle venait un peu raconter ça, c'est-à-dire cet aspect candide, cette innocence. Et aussi, c'est pour ça avec la bombe aussi, le côté on va graffer son nom voilà, à côté du nom de l'amoureuse ou de l'amoureux. Enfin. Exactement, et ce truc un peu de l'interdit. Et pour moi, la sucette aussi, c'est le bonbon qui colle, qui dégouline, qui en met un peu partout, qui fond avec le soleil et qui devient fluide, mais un fluide un peu dégoûtant parfois et un peu collant. Et pour moi, c'est aussi cet amour-là que je voulais raconter. C'est plutôt un album qui raconte cet amour-là un peu collant. Voilà.
Est-ce que vous nous avez parlé de vos intentions avec l'écriture de cet album, mais est-ce que le succès modifie la façon d'écrire, non pas dans les thématiques explorées, non pas dans la façon même d'écrire, mais dans l'attention qu'on y porte? Est-ce que vous y pensez au fait maintenant qu'il va y avoir des milliers, des millions de personnes qui vont vous écouter? Est-ce qu'on peut réussir à en faire abstraction? Est-ce que ça peut pas être de temps en temps paralysant de se dire mais en fait je vais être écouté par beaucoup de personnes? C'est pas la même chose que d'écrire dans sa chambre en se disant j'espère que ce sera très écouté. En effet, c'est pas du tout pareil. Mais ça, tu t'en rends pas forcément compte tout de suite que c'est vraiment c'est très impactant, mais c'est très inconscient aussi. Tu veux pas le croire. Par exemple, moi j'ai eu la chance d'avoir un premier album qui a suscité beaucoup d'intérêt très rapidement, et je pensais réellement que c'était comme ça que ça devait se passer. Et j'étais là-bas, c'est normal en fait. Et quand toutes mes équipes disaient, parce qu'elles avaient beaucoup plus de bagages derrière, elles disaient mais c'est fou et tout, j'étais là-bas. Évidemment en fait. Bon là c'est mon aspect prétentieux que je referme. Du coup, quand je suis arrivé au deuxième, bah, j'ai un peu moins rigolé. Je me suis dit, wow, ok, qu'est-ce que je vais devoir raconter? Comment je vais le raconter? Et en effet, je m'étais pris une tournée qui avait duré 2 ans et demi, avec des zéniths. Enfin, et je m'étais rendu compte de tous les gens véritablement qui étaient là. Et donc, qui mettaient énormément d'espoir, qui mettaient vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie à être là. Et ouais, et je me suis remis très vite au travail après la fin de mes premiers concerts, c'était en 2019. Je me suis remis à l'écriture du deuxième rapidement. Ouais, ça a été. En fait, le plus dur, c'est de savoir rapidement être suffisamment ouvert au monde pour tenter de le raconter. Je pense que je me suis mis un maximum de pression ici. C'est le côté comment en 2 ans tu peux ressentir une société, chose que j'avais eu plus de temps à le faire quand j'étais plus jeune, et que les choses se sont entassées en moi. Et donc j'avais beaucoup plus de matière, et c'était beaucoup plus épais. Donc je suis allé rechercher dans cette période-là aussi pour le deuxième album. Mais je suis aussi allé chercher dans des questions qui existaient et que j'avais besoin de venir un peu décortiquer, explorer, répondre. Mais oui, c'est vrai que c'est pas du tout la même. Ouais, c'est un peu, j'ai envie de dire, ouais, c'est très sournois parce que c'est en toi, tu veux pas le croire et tu veux pas céder à l'idée, bah ouais, c'est plus difficile. Qu'est-ce que tu vas raconter sur un deuxième album? Tout le monde te pose cette question, tout le monde t'en parle. Alors, comment ça va être le deuxième album? Alors, oh là là, c'était beau le premier album. Toi, t'es là, wouh! Et donc, du coup, la pression, que tu le veuilles ou pas, ou non, est là. Et tu essaies de la repousser au maximum. Et je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je crois qu'elle est là, et elle est ressentie, elle est conscientisée à l'écrit, je pense. Mais c'est plus fort que moi, encore une fois, à ce moment-là. On parlait un peu de ce que vous mettez de vous dans vos chansons. Cela m'amène à la question du jeu, J-E, cette fois, avec cette réflexion qui est que quand on lit un roman, par exemple, il apparaît assez évident que le jeu peut être un personnage totalement fictif. On ne va pas se dire que c'est forcément la vie de l'autrice ou de l'auteur, alors qu'il y a, j'ai le sentiment, avec les chanteurs et les chanteuses, cette idée d'intimité très forte qu'on lit avec ces artistes, et qu'on a le sentiment que tout ce qui est dit au jeu est forcément la vie de l'artiste. On exige ça d'un chanteur, qu'il colle à ce qu'il dit. Vous l'avez ressenti, vous, avec vos chansons? Beaucoup, oui, ça dépend pour quelle chanson. Mais moi, j'ai toujours aimé
me mettre dans des positions, des points de vue différents, même si c'est toujours moi qui chante et moi qui le parle et moi qui le dis et moi qui le représente, qui l'incarne. J'ai toujours aimé me mettre dans la peau de Kid, par exemple, c'est un bel exemple. Je me mets dans la peau d'un père qui parle à son fils. Et parfois, je romance terriblement les choses. On parlait de dramatique tout à l'heure. Je pousse parfois un peu à l'excès les sensations parce que j'estime que elles ont besoin d'être tirées, elles ont besoin d'être poussées et qu'elles ne représentent pas forcément exactement ce que j'ai vécu. Ça a été très dur à expliquer à ma mère parce que elle a été souvent très touchée par certains textes et vu que c'est moi qui les incarne et moi qui les chante et moi qui les représente, elle comprenait pas parfois les choses. Et j'ai dû véritablement lui expliquer et aussi pour un peu m'en excuser, lui dire que mais non, mais c'est que du faux, ces romans, c'est pas du tout la vraie vie, t'inquiète pas, c'est pas exactement ce que j'ai vécu. mais voilà, c'est pareil là dans le prochain album Crash Cœur, il y a une chanson qui traite de l'amour. Bon, il y a 2 lectures, mais une de mes premières lectures, c'était le sugar daddy. J'avais envie de traiter du sugar daddy. Qu'est-ce qu'un sugar daddy peut m'apporter? Et pareil, j'ai plus l'âge d'avoir des sugar daddy et plus le compte en banque aussi. J'ai plus. Donc du coup, c'est plutôt moi le sugar daddy, mais là je me fais passer en tout cas dans cette chanson comme un plus jeune qui demanderait à son sugar d'avoir beaucoup d'argent et de vivre et d'être entretenu. Et j'ai adoré traiter ce sujet. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment traité dans la chanson populaire. Et donc pour moi, c'était très très intéressant de venir un peu me mettre dans cette position-là. Et alors d'autres verront que je demande du fric à mon père et que c'est la seule façon d'exister aux yeux de mon père. Ce qui n'est pas faux aussi. Mais voilà, cette quête de raconter des histoires sous différents angles et sous différents personnages. Par exemple, Quartier des Lunes, c'était une chanson où je parlais de colonisation du corps de la femme, de la violence que potentiellement certains hommes mettent sur toute leur puissance, qui peuvent parfois un peu porter de loin et mettre de loin la condition de la femme. Et donc du coup c'était tout un sujet de pouvoir venir décortiquer cette violence-là, mais pas de mon point de vue. C'est un jeu dans la chanson et c'est la première phrase, c'est « Je colonise ton sein, pas à pas je domine le reste ». Et donc j'avais mis en allégorie, en lien l'idée que comme si l'homme venait coloniser une terre alors que c'était le corps de la femme. Voilà, c'était et cette chanson, alors il y en a qui l'ont pris un peu violemment, mais pour moi, elle avait besoin d'exister sous cette forme, c'est-à-dire de me permettre de prendre ce rôle-là, de prendre cette voix-là, parce que pour qu'elle existe, pour moi, il fallait absolument aller chercher dans la vérité de cet homme-là. Comme quand le petit demande de l'argent à son sugar daddy, il fallait qu'il existe de cette manière-là. Je vois que le temps passe très vite et je vais dans quelques instants vous laisser la parole. On aurait aussi pu parler du tu qui est très présent dans vos textes, mais j'aimerais juste que vous puissiez nous expliquer rapidement, même si j'imagine qu'on pourrait y passer des heures, comment est-ce que très concrètement on écrit une chanson. C'est-à-dire, et j'imagine que c'est différent à chaque fois, et vous expliquiez un peu que pour cet album c'était de ressentir d'abord, mais est-ce que ce sont des bribes qui arrivent et qui d'un seul coup se rassemblent à un moment donné et forment un tout? Est-ce que c'est justement de trouver un sujet et il peut vous arriver d'écrire d'une traite tout un texte? Comment est-ce que vous êtes toujours avec votre téléphone à noter dans vos notes quand quelque chose vous vient, ou dans votre carnet? Mais on va parler peut-être de la différence entre ce qu'on peut écrire comme note dans un téléphone et ce qu'on peut écrire dans un carnet. Mais voilà, comment est-ce que vous écrivez vos chansons? Je sais pas. Désolé, salut. Je ne sais pas du tout.
C'est le plus difficile, c'est la méthode pour écrire une chanson, une bonne chanson en tout cas, et c'est toujours la même angoisse, c'est la même inquiétude quand je me retrouve devant ma feuille, devant mon cahier ou devant même mon téléphone. C'est alors oui, il y a des bribes de pensée, oui, que je note à droite et à gauche, oui, parfois. Là, par exemple, sur cet album, le troisième, j'ai tenté d'aller travailler d'abord par la musique. Donc, en fait, avant de manière la plus scolaire possible, parce que je suis taureau et que tout doit rentrer dans l'ordre, que tout doit rentrer dans les règles, je venais scolairement en studio, comme un élève studieux, avec toutes mes chansons écrites. Toutes les phrases, tout ce que j'avais envie de dire, tout était scolairement écrit. Et du coup, j'étais un peu limité par la musicalité. C'est-à-dire que si ma phrase devait faire ça, ma merde, elle devait faire ça. Et j'étais embêté parce que j'arrivais pas à la changer, parce que je devais absolument dire ça. Et là, sur cet troisième album, j'ai tenté le contraire. C'est-à-dire que je suis passé d'abord par la mélodie, la musicalité. Et puis ensuite, je suis venu mettre des mots par-dessus. Enfin, en tout cas, raconter des choses en fonction de la musique. Et donc ça a été véritablement autrement, mais ça a été tout aussi long de pouvoir chercher les bons mots, de pouvoir chercher... j'ai essayé par exemple d'être le plus concis possible aussi, parce que je suis de nature à faire des phrases à rallonge pour expliquer la même chose et à tourner un peu autour comme ça dans mes chansons. Et donc comment en peu de phrases, tenter d'être le plus concis, le plus clair, le plus, je dirais pas laconique, mais en tout cas le plus direct, quoi, que une image soit retenue dans une phrase. Et ça a été aussi une grosse recherche dans l'écriture. Donc, j'ai oublié la question. Non, mais c'était ça, c'était comment est-ce qu'on écrit. Dans la chanson Frix, vous dites « J'ai de l'or dans mon Moleskine ». Qu'est-ce que vous écrivez dans vos carnets, et est-ce que les choses adviennent différemment quand vous écrivez à la main dans un carnet, ou quand vous prenez des notes sur un téléphone ou sur un ordinateur? Est-ce qu'il y a un lien avec le carnet particulier? Ça a toujours été, il y a toujours 1000 carnets à côté de moi. Enfin, dans ma chambre, j'en ai plein, j'en ai un peu qui traînent partout, donc c'est des bribes. C'est vrai que le téléphone a pas mal remplacé l'idée de rapidement écrire des choses. Mais parfois, je retourne très très vite à aussi l'écriture cahier, parce que déchirer, parce que raturer, c'est beaucoup plus facile quand on est pour la phase de création. Avoir un petit cahier pour écrire toutes ces choses et pour les réécrire et pour se faire des notes, c'est beaucoup plus limpide et beaucoup plus rapide aussi. Et donc, dès que souvent quand les bribes, c'est sur le téléphone, et souvent dès que je commence à avoir des couplets, des choses à modifier, à venir surtout en studio pour venir un peu changer et raturer, c'est beaucoup plus malléable. Et est-ce que vous relisez vos carnets? Est-ce que vous vous dites quand vous êtes... Non, mais pas forcément pour en faire l'exégèse ou pour vous dire je vais me replonger là-dedans, mais se dire justement, il y a un son, il y a une musique, et de se dire comment est-ce que je peux trouver des connexions avec des bribes justement qui ont été écrites à un moment donné. J'imagine qu'on parlait du carnet Harry Potter, on remonte très loin, mais que parfois il y a des choses qui sortent de nous, qu'on a besoin d'écrire sur le moment, et on ne sait pas sur le moment que ça va être utile plus tard en réalité. Et c'est plus tard, quand on intellectualise un projet, qu'on peut reconnecter ces choses qui étaient déjà présentes en nous avant. C'est vrai que parfois je vais chercher, surtout en phase d'écriture, c'est vrai, en phase de recherche, j'ouvre parfois, quand je suis en panne d'inspiration, j'ouvre des carnets ou des notes pour potentiellement voir comment dire, s'il y a eu des choses intéressantes. Et parfois je tombe sur des reliques désespérantes, et parfois très 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 réjouissantes, très inspirées. Donc du coup je les repique et je refais du découpage et du montage avec les chansons, où ça m'inspire vers une autre direction. C'est assez flexible en fait. C'est pour ça la méthode, j'ai pas trop de méthode, et je pense que c'est le plus dangereux dans mon métier. C'est le côté un peu
On ne sait pas ce qui fait véritablement une bonne chanson. Même l'intelligence artificielle y essaie, s'y tente, et on verra si elle réussit à faire des tubes sur tube. Mais en tout cas, on ne sait pas. C'est vraiment parfois je cherche des heures sur mon piano, parfois je cherche une phrase pendant 6 mois, un mot pendant 6 mois et il vient pas. Et parfois il y a l'appel du ciel et ça arrive. Voilà. Je vais arrêter là, même si j'aurais encore énormément de questions pour vous, Eddy. Mais vu qu'il nous reste une petite demi-heure à peine, j'aimerais savoir si certaines ou certains d'entre vous, j'imagine que oui, ont des questions pour Eddy. Bonjour Eddy, bonjour Sonia. Je voulais vous remercier Bonjour. pour cette rencontre et tout ce que vous avez dit, c'était vraiment passionnant. Voilà, je suis une fan et mes filles aussi. Oh. Et, alors j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez quand même une routine d'écriture? Et la seconde, c'est qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui à quelqu'un qui se lance dans la musique? Merci. Alors, la routine, je la mets. J'ai des routines, bien sûr, d'écriture, mais je la mets que quand je suis en phase d'écriture, parce que je me permets d'être. Vu que c'est pas mon gros kiff d'écrire en vrai. Moi, ce que j'adore, c'est la scène, donc je fais ça j'ai toujours fait ça pour nourrir un objectif, c'est monter sur scène. Et donc l'écriture vient, je m'y habitue et beaucoup, je me suis éduqué à écrire, c'est-à-dire je me suis longtemps mis l'obligation d'écrire tous les matins sur un carnet. J'ai regardé de nombreuses vidéos de comment rendre l'écriture automatique et donc écrire sur un petit carnet énormément de choses et trouver des réflexes. Mais comment dire mais ça a été long et c'est pour ça que quand je suis en phase, par exemple, de travail sur un album, c'est-à-dire qu'on travaille la tournée, qu'on est en lancement ou qu'on est en promotion, enfin tout, je m'autorise le droit de me soulager un peu là-dessus, c'est-à-dire de ne pas remettre les routines obligatoires sur ce devoir-là et de remettre ça ensuite quand j'ai fini la tournée. Parfois en tournée, je me mets un peu cette pression en mode faut aller vite derrière, mais j'ai pas grand chose à écrire à part que mon tourbus n'est pas très confort et ça c'est nul comme histoire, donc non, ouais, je me mets une routine, mais pendant les périodes d'écriture, on va dire, là où je vais chercher des choses. Et pour percer dans la musique, pour devenir star, écoute, je sais même plus. C'est pas exact. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Non, mais c'est compliqué. En plus, c'est pas les mêmes années. Ça allait très vite entre 2016, 2017 et aujourd'hui dans la manière de découvrir des artistes. Depuis le Covid, on voit que c'est très très difficile. Le développement, les artistes émergents, ça arrive hyper rapidement dans le rap, mais dans la chanson, il y en a très 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 peu. J'estime que toujours la sincérité, mais malheureusement c'est pas que ça qui te fait percer, parce qu'il y a plein de gens qui font de la sincérité. Faut avoir le truc en plus, quoi. Voilà. Non, mais faut tenter d'incarner quelque chose qui n'existe pas. C'est drôle, j'ai commencé cet album Crash Cœur avec un premier titre qui s'appelle R+V et qui parle notamment de toutes les figures, en tout cas qui m'ont inspiré et qui ont pour moi créé un chemin de liberté qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire leur propre discours, leur propre façon de se montrer, de s'incarner, et ont influencé des millions de gens derrière, et même d'autres millions d'artistes. Donc je pense que c'est ça, c'est cette singularité-là qui, moi, m'a tellement coûté quand j'étais jeune, et que, en fait, à un moment donné, tu te dis, en fait, tellement ça t'a coûté, mais tu vas le renverser, en fait, ça va être ça ton pouvoir, ça va être ça ta chance. C'est d'être chelou. Voilà. Donc il faut pousser ça. Le tout petit truc chelou en toi, faut le pousser. Et je pense que raconter ça, je crois que en tout cas c'est ça qui vient aussi toucher
beaucoup de nous. On le voit aujourd'hui, par exemple, même en termes d'influence et sur les réseaux comme TikTok et tout. C'est celles et ceux qui ne rentrent pas dans les normes et qui percent et qui font défoncer les algorithmes. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Adrian. Il y a quelques jours, mon père m'a suggéré une nouvelle très courte de Ribeiro, qui est un auteur péruvien. Et je l'ai lu à haute voix dans ma chambre. Et je suis passé en quelques minutes, puisque c'est une nouvelle très courte, aux larmes de la nostalgie, au fou rire et à la stupeur. Et je me suis tué d'ailleurs à la fin, j'ai arrêté de lire à haute voix. Et donc j'étais très touché par cette nouvelle et ça m'a rappelé le concert auquel j'ai assisté il y a 2 ans au Bataclan. Et en fait c'était un remerciement pour dire combien en fait ta musique me touchait, tes paroles, tes textes. Et notamment aussi aujourd'hui, puisque je viens de finir le bouquin de Bell Hooks sur la volonté de changer, qui parle beaucoup justement de la sensibilité et de la nécessité pour tous les hommes et les femmes également de pouvoir communiquer et transmettre nos intimités et nos sensibilités. Et du coup, c'est un énorme merci pour ton travail. Merci beaucoup, merci. Bonjour, Bonjour. Rémi. Merci tout d'abord pour cette rencontre. Vous avez évoqué la notion de divertissement, qui est une notion qui me parle beaucoup en tant que commissaire d'exposition qui travaille avec des artistes drag clown. Et je souhaitais vous demander quel lien faites-vous entre l'art et le divertissement et quelle puissance, quel pouvoir vous identifiez dans le divertissement, justement. Merci. J'ai combien de temps? Comme je le disais, c'est quelque chose qui a été très longtemps compliqué pour moi. En tout cas, ça a été vraiment un peu une déconstruction, j'imagine, un poil snob de ma part, de me dire que l'art ne pouvait pas être mélangé à quelque chose qui vient te divertir. Et j'ai changé ma façon de penser ça, parce que je me suis déjà ressenti, moi, dans mon écriture, un peu à la fin d'un chapitre après mon 2e album, c'est-à-dire que le Covid m'a énormément remis la légitimité de pouvoir venir décortiquer des choses de mon point de vue sur une société actuelle. Je trouvais ça de plus en plus complexe pour moi d'émettre mon point de vue, surtout qu'il y en a de plus en plus des points de vue, et je trouvais que le geste, en tout cas, ne me donnait pas envie, ne venait pas me motiver, ne venait pas m'alimenter dans mon écriture, ce geste-là, de venir décortiquer absolument en disant tout. Donc j'ai voulu spécialement changer de méthode et tenter de trouver une autre forme d'écriture qui, on dira, plus divertissante, dans la manière où j'ai voulu être beaucoup plus direct, beaucoup plus concis, mais de fait, après avoir fini cet album, je ne pense pas qu'il soit apolitique non plus. Je pense qu'il vient raconter quand même quelque chose sur notre société d'aujourd'hui, qui vient défendre des propos et un geste et une façon de voir les choses que je raconte dans ce 3e album d'une autre manière. Donc je pense que les deux peuvent totalement se lier, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu, dans les visuels, dans la recherche, dans la méthode et dans aussi la musicalité de cet album, chercher à vouloir défendre quelque chose de très compliqué, c'est comment décrire cette quête d'amour. Et pour moi, j'ai cherché l'alliance des deux, c'est-à-dire dire des choses de la manière la plus poétique possible, la plus concise, la plus directe, mais tout en tentant de rester audible pour quelqu'un qui veut juste venir chercher un peu de réconfort dans cette musique-là. Voilà. Eddy, salut, je m'appelle Adéinka. Salut. Je voulais savoir si ça t'arrive souvent d'avoir une anxiété qui bloque ta créativité, en fait. Oh là. Oh, pas que la créativité, ma vie entière, oui. Oui, beaucoup. Parfois, j'ai des journées où je me lève, comme beaucoup, j'imagine, il y a des jours où j'ai une espèce de petite voix interne qui se réveille souvent entre
mon sommeil intense et mon sommeil, mon réveil, qui vient me parler. Mais genre me parler. Mais elle est mauvaise, cette voix, elle est très mauvaise. Oui. Voilà cette voix, mais elle est là. C'est cette voix. Où es-tu? Et donc cette voix, concrètement, vient m'anéantir, vraiment. Elle est là souvent, et je pensais qu'elle était là que dans une période de ma vie, mais en fait elle est là aussi quand j'ai l'impression d'être bien avec moi, de faire des choses dans un entrain, dans une dynamique, dans une énergie assez positive. J'ai souvent cette voix. Et elle est là et elle dit des choses genre tu n'es pas capable, ce que tu as fait, ton comportement de hier a été misérable. Tu vois, comment t'as pu dire ça à ce jeune homme? Bref, des trucs horribles. Ça, tu vas jamais le remplir. Elle me dit des choses affreuses. Un jour, peut-être que je ferai un album pour cette petite voix. Mais en tout cas, elle est là, elle est présente et je me force à me lever pour qu'elle se taise, quoi. Donc, c'est vraiment... Oui, et il y a des jours où elle me bat et où je passe la journée entière à être... à me dire tout ce que je fais c'est de la merde et ce que je suis c'est nul et voilà. Donc oui, il y a des phases d'anxiété. Il y a une question de comment les combattre ou pas du tout? J'ai pas la réponse. Essayer de... Moi ma réponse c'est remplir au plus l'agenda pour essayer d'avancer. Voilà. Et puis une bonne séance de psychothérapie. Oui, bonjour Eddy. Bonjour Fabrice. Chez Technicart, on aime beaucoup votre musique. D'ailleurs, j'ai le cœur qui bat à vous entendre parler. Et je voulais vous poser une question simple en fait, mais pour un chanteur et un artiste comme vous, est-ce que vous pensez que vous pouvez, avec l'amour de vos chansons, changer le monde? Ce monde qui vraiment est terrible quelque part. Est-ce qu'on peut changer le monde par l'amour et par vos chansons d'amour? Écoutez, en tout cas, j'essaie de mettre ma pierre à l'édifice, tout simplement, de la manière la plus modeste possible. Je crois, j'essaie de chercher ça, de quémander ce bonheur, cet amour, de le chercher dans les recoins. Et j'espère que cet album pourra en tout cas aider un petit peu plus dans ce sens-là. J'essaye et je crois que c'est la première fois que je me le permets dans cet album, jamais j'aurais pu écrire un album comme ça au premier geste, au premier album, parce que j'avais pas, je crois, suffisamment l'impression que c'était à ce point-là la merde dehors. Donc j'avais besoin et la révolte de venir un peu dire les choses d'une manière un peu subversive, insolente parfois, en tout cas de les jeter comme ça. Et aujourd'hui, même si je tente toujours la recherche un peu de collant, de provoquant même parfois, j'avais absolument besoin de me chercher un peu d'amour à moi le premier, en tentant cette quête personnelle de c'est quoi le bonheur, comment c'est, est-ce que c'est faire semblant, est-ce que on en parlait tout à l'heure de comment y arriver, quoi, comment arriver. Alors personne n'a la réponse totale, mais en tout cas cet album va vers ça et ça a été une longue recherche de pouvoir écrire sur toutes ces questions, sur toutes ces questions-là. Et j'espère qu'il vous apportera du bonheur et de l'amour. Bonjour, merci pour vos mots. Vous avez évoqué tout à l'heure en toute fin d'interview les intelligences artificielles. Et justement, je me demandais pourquoi d'ailleurs ça n'était pas plus abordé, étant donné tout ce qu'on entend et effectivement autour, notamment justement les intelligences artificielles génératives, notamment dans le processus de création. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
si vous les utilisez, si vous les avez juste utilisés pour les tester. Et notamment parce qu'on a vu récemment une intelligence artificielle générative, alors une influenceuse virtuelle justement qui a signé avec justement une maison de disques, avec Warner. Donc j'aimerais savoir un peu... What? Oui. Je vous apprends quelque chose. Wow. Voilà. Ok. Qui a signé. Donc, il y a eu aussi un clip, je crois que c'est Nookie. Mais non. Voilà, si vous voulez, Nookie. Arrêtez ça, de dire ça. Oui. Donc justement, j'aimerais savoir ce que vous pensez justement de ces intelligences artificielles génératives dans le processus de création et justement dans ce que ça peut changer dans l'art. Oui, par curiosité personnelle, je suis allé sur ChatGPT et j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire des chansons comme Eddie De Pretto. Et il m'a écrit des textes nuls, des chansons vraiment nulles. Mais c'est drôle, il a capté, et c'est ça qui est fort, il a capté que potentiellement il y avait un double sens dans l'écriture, qu'il y avait... que les choses, que ça venait un peu travailler sur les différentes couches de la société, même les couches pas très claires de la société, c'est-à-dire les questionnements internes d'une société, comment fonctionnent les liens sociaux, comment fonctionne la recherche globale, interne, des humains qui essaient de collaborer ensemble, de parler ensemble. Et il a capté ça et j'ai trouvé ça hyper puissant et hyper juste qu'un robot puisse comprendre que ma méthodologie d'écriture était sur les faux semblants et sur la quête interne du relationnel. Après, comment dire, sur le futur de l'intelligence artificielle, je ne suis pas un spécialiste. Moi, j'écrirais en tout cas mes chansons toujours avec moi, désolé. Voilà. Je n'utiliserai pas de robot, ni en mélodie, ni en musique. En tout cas, j'en ai pas l'utilité aujourd'hui. Et ça m'intéresse. En tout cas, moi, dans ma créativité, ça m'intéresse pas tant que ça, dans cette recherche-là. Ça me fait rire, mais ça m'intéresse. Je me dis pas, tiens, je vais prendre cette phrase-là. Les phrases sont souvent nulles en plus, donc j'ai testé des choses. Donc non, c'est bien. Voilà, c'est bien pour TikTok pour le moment. Mais en tout cas, pour moi, pour ma créativité, c'est pas quelque chose que je vais aller chercher du tout. Bonjour, Isis. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre parole libre, hein, c'est rare et particulièrement agréable, je dois dire, donc merci beaucoup. On sent que vous avez envie d'avoir de l'impact positif sur ceux qui vous entourent au sens large. Ce serait quoi le plus bel impact positif que vous puissiez avoir ? Moi, le plus bel impact positif, c'est la scène, véritablement. C'est là où je vois les gens... ressentir, il y a un espèce d'échange puissant sur ce que je donne et la réponse qui est au centuple, qui est fois 1000. Donc cette force-là, moi, c'est là où je me prends l'adrénaline et l'excitation la plus totale et que je peux plus dormir jusqu'à 4-5 heures après dans mon tourbus solo comme ça en regardant le plafond. Ouais, je crois que c'est là l'impact le plus positif. Et puis voir, j'ai un peu ce truc de croissance pour tout vous avouer. Donc Bercy pour moi est un rêve de gosse et donc l'idée de remplir un Bercy, ça me rend fou dingue. Et là, ça sera mon impact retour en mode je vais voir 16 000 visages, chanter les chansons que j'ai écrites, mais me redonner le plaisir qu'ils ont eu, eux, dans leur intimité pour kiffer sur ces sons. Et cette réponse, elle est là. L'impact positif, il est véritablement là. Je crois que c'est ça l'essentiel. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Bonjour Eddy. Bonjour. Je m'appelle Rodika, je suis très admirative de votre démarche artistique en général. Une chose que vous n'avez pas abordée, quelles ont été à un certain moment vos influences ? Qu'est-ce qui vous a influencé ? Une tendance en particulier, un artiste en particulier ?
Est-ce qu'à un certain moment, vous vous êtes laissé porter par un courant quelconque que vous n'aviez pas vu venir, en étant consentant ou malgré vous? Ce serait intéressant de savoir. C'est une vraie bonne question, ça, parce que c'est compliqué pour moi de centraliser une influence, une recherche, une personne, un artiste qui m'a bouleversé. Il y en a eu énormément. Je pense que le théâtre m'a beaucoup aidé, surtout aussi dans l'écriture. Donc j'ai beaucoup lu de théâtre, de Tchekhov, Coltès, et ça a été vraiment, véritablement, je pense, un rythme, surtout chez Beckett ou chez Coltès, qui m'a influencé énormément, moi, dans mon écriture et dans la notion de venir un peu comme ça, faire rythmer, dynamiser les mots. Et de créer une petite musique interne, un rythme musical, quoi. Et donc je pense que le théâtre, ouais, m'a beaucoup aidé, parce que j'ai fait beaucoup de cours de théâtre depuis que j'ai 14-15 ans, d'abord en MJC à Créteil et ensuite au conservatoire d'arrondissement à Paris. Donc je dirais que le théâtre m'a le plus influencé, m'a le plus... Et la notion scénique aussi, ça m'a énormément nourri. Comment gérer un plateau, comment prendre le plateau, la notion de soi éclatée, la notion de soi monstre, un peu plus grande que ce que l'on est. Et ça a été quelque chose que mes professeurs de théâtre m'ont énormément appris. Donc je pense que la plus grosse influence, ça a été le théâtre. Quand j'ai fait le clown, la naissance du clown, et que je suis né en clown, je me suis dit, mais attends, j'ai un pouvoir de clown. Et donc j'ai adoré ça et j'ai foncé là-dedans. Et vous n'avez pas encore vu mon one-man show de clown. On a hâte. Ouais, moi aussi. Merci infiniment, Eddy. Merci. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc... notez dans vos agendas le 17 novembre et puis le Bercy en fin d'année prochaine. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.